Merhaba sevgili 14 TV izleyicileri. Bulunduğumuz yer Belçika'nın Brüksel şehri ve bugün özel bir konumuz var. Daha önce Hristiyan olarak yaşamış Isabel Pirel ile sohbetimiz olacak ve onu tanıyacağız. Merak ettiklerinizi 14 TV ekranlarına taşıyacağız. Evet, merhaba Bayan Isabel Pirel. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en bref, s'il vous plaît? Salam alaikum. Donc je m'appelle Isabelle Prel de naissance. J'ai été élevée dans les coutumes du christianisme. Quand je parle de coutumes, c'est-à-dire que mes parents étaient déjà beaucoup en remise en question par rapport au christianisme, mais donc j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions parce que c'est la coutume dans la culture ici, mais j'ai été élevée en même temps aussi par ma grand-mère maternelle qui était une fervente croyante, qui allait à l'église, qui faisait des retraites dans des couvents à Lisieux, et je l'ai beaucoup accompagnée. Et donc d'un côté j'ai grandi avec cette remise en question de la manipulation que les hommes font des religions et qui est la base de beaucoup d'horreurs qu'on connaît autant au nom du judaïsme que du christianisme, et même une partie de l'histoire de l'islam a été frappée par cette manipulation humaine. Et de l'autre côté, une volonté de chercher à avoir des valeurs morales, un comportement correct et une éthique dans la vie de tous les jours. Donc très jeune, je me suis posé des questions, est-ce que Dieu existe ou pas ? Et c'est à l'âge de l'adolescence, comme j'ai grandi dans une famille très ouverte à la différence culturelle, on avait contact avec aussi bien des gens riches que des gens pauvres, des gens belges que des personnes d'origine étrangère. Ma première amie d'enfance était zaïroise. Et on a eu des contacts avec des gens qu'on pourrait appeler des paumés, mais des mormons, des témoins de Jéhovah, des juifs. Et adolescente, j'ai eu un contact pour la première fois avec des familles musulmanes. Donc j'ai vu dans leur manière d'être attentifs aux personnes âgées, dans leur esprit de solidarité, des principes et des valeurs de justice aussi qui me parlaient énormément. Et j'ai eu l'occasion, vers 16-17 ans, de trouver des livres musulmans ou sur l'islam, entre autres la Bible, la science et le Coran de Maurice Bucaille. Et donc j'ai compris à travers son livre qu'il y avait une possibilité dans l'islam de garder et de retrouver l'authenticité du message divin. Puisque dans la manière dont l'islam a été retranscrit, on trouvait clairement une fiabilité dans les écrits. Étant féministe de base, j'ai trouvé dans l'islam, et surtout dans l'islam chiite, à travers le modèle de Fatima Zahra et de Saïda Zainab, des modèles de femmes qui englobaient différentes facettes des personnalités qu'une femme peut avoir en tant que mère, épouse, mais surtout en tant que personne active dans la société pour réformer les injustices et prendre son rôle d'acteur de changement dans l'endroit où on vit. Et donc j'ai trouvé en plus dans l'islam une cohérence entre la modernité et la science. Comme j'étais plutôt intéressée dans mes études par tout ce qui est scientifique et autres, j'ai vu vraiment que l'islam authentique était en cohérence avec la science, et donc il y a eu plein d'informations scientifiques dans le Coran dont on découvre le sens maintenant. Et donc j'ai trouvé la conviction que Dieu existait surtout. Là c'est surtout grâce au livre de Mohamed Bakr Sadr qui a écrit le message, le messager et... Enfin, en tout cas, c'était un ouvrage qui mettait clairement en évidence des démonstrations qui permettaient d'arriver à la confirmation que Dieu existe et de mettre en évidence que l'islam est la continuité des religions monothéistes. Et donc, convaincu que Dieu existait, donc j'ai fait une petite recherche brève entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour moi, le judaïsme, premièrement, a une notion de peuple élu qui pour moi ne correspond pas à des valeurs de justice et d'humanisme. Et donc toute la politique liée à la question palestinienne faisait que pour moi c'était impossible de suivre cette religion. Le christianisme, vu toutes les horreurs qui ont été faites au nom du christianisme et toute la déformation des textes de base et les contradictions qu'il y a avec la science, pour moi c'était impossible de me remettre au christianisme. Et je trouvais que l'islam était la continuité des religions monothéistes, et il y avait donc tout le facteur de science qui était en concordance avec le message divin. J'ai trouvé donc un rôle et une application de la femme musulmane dans la religion musulmane qui correspondait à ma vision et au rôle de la femme dans la société. Et puis j'ai trouvé dans le chiisme, puisque j'étais consciente qu'il y avait le chiisme et le sunnisme, une manière d'être encore plus en phase avec les imams
qui sont les personnes qui nous accompagnent dans toutes les questions de notre vie de tous les jours, à chaque période de chaque société et chaque temps. Donc j'ai décidé donc, de devenir musulmane et d'embrasser le chiisme. Pourquoi l'islam? Pourquoi vous avez choisi la voie de l'Ahl Bayt en fait? Quel était le vrai vecteur qui a influencé votre choix? Là, tantôt, vous avez dit Hazrat Zeynep, Hazrat Fatima, que c'était des exemples pour... ils étaient une mère, une épouse, et quoi d'autre? Mais donc, en tout cas, clairement, les positions des femmes de référence chiites comme Sayyida Fatima Zahra et Sayyida Zeynep, ce sont donc pour moi des emblèmes de femmes intemporelles, donc qui fonctionnent avec tous les temps et qui montrent donc clairement qu'une femme peut investir son rôle de mère, d'épouse, de fille, mais d'acteurs de changement dans la société, et elles ont pris des positions très fortes face aux oppresseurs en tenant des discours dans des enceintes masculines. Et donc pour moi, ça a montré clairement une femme engagée dans son temps par rapport aux problèmes de sa société et qui se lève contre l'injustice. Donc ça, c'est un élément important. Il y a un autre élément important, c'est que comme je l'ai mis en évidence, que dans les religions précédentes, il y avait une difficulté d'être face à l'authenticité des messages et qui étaient manipulés par les hommes, et d'avoir des personnes de référence qui puissent nous accompagner dans les questions contemporaines qu'on se pose. À travers les imams de la descendance de la famille du prophète, j'ai trouvé vraiment que c'était des personnes de science, de savoir, de sagesse, qui par leur exemple et par leur connaissance sont des personnes qui nous éclairent dans toutes les questions de tous les temps, de toutes les sociétés. Vous avez vécu les deux religions. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez choisi la voie de l'Ahl Bayt, que ce soit au milieu professionnel ou dans votre entourage ou dans la famille? Les difficultés. Il y a plusieurs aspects. D'abord, le fait de devenir musulman. Donc, je suis devenue musulmane dans les années 1982-83. Donc, il faut savoir qu'à cette période-là, il y avait une image très négative des musulmans, qui sont toujours d'actualité, où on voit souvent l'image de la femme qui est soumise à l'homme, qui est confinée dans sa cuisine et qui sert juste à être un facteur de reproduction sans rôle dans la société. Donc premièrement, au niveau familial, mes parents ont été très effrayés parce que quand ils ont su que je devenais musulmane, pour eux, ça renvoyait une image très négative de l'islam. Et surtout qu'il y a des proches de ma famille qui ont remis des ouvrages qui montraient que dans l'Afrique noire, les meilleures des femmes, ce sont des femmes qu'on gave comme des oies. Et la meilleure des femmes à épouser, ce sont des femmes qui sont hyper grosses. Et donc c'était vraiment très réducteur par rapport au choix que moi j'avais fait. Donc il a fallu vraiment du temps pour que mes parents soient rassurés par rapport à mon rôle dans la société, par rapport à ma vision de la femme musulmane. Mais avec le temps et les années, donc ça s'est apaisé. D'autres difficultés auxquelles j'ai été confrontée, c'est que dans mes recherches de formation, donc j'étais en fin de secondaire, quand je suis devenue musulmane, j'avais 18 ans. Enfin 18 ans presque, et donc je pensais suivre différents cours, et comme j'ai fait le choix de devenir musulmane, de porter le foulard, de prier, de jeûner, de faire tout en même temps, ben, je me suis rendu compte que alors que je pensais que j'étais un monde où les femmes étaient libres et émancipées, eh bien on me refusait l'accès à certaines formations parce que j'étais musulmane voilée, et donc visiblement musulmane par le port de mon foulard. Et donc j'ai trouvé plein de portes fermées, et pour accéder à certaines formations, et pour accéder à certains travaux aussi. Et il faut savoir qu'il y a une autre chose, mais là particulière et spécifique au chiisme. Comme il y avait eu la révolution islamique d'Iran, qui a été un élément aussi qui m'a interpellée par rapport aux questions sociétales et par rapport au rôle de l'islam, je dois quand même confirmer que la révolution islamique d'Iran de 1979 est un élément aussi de prise de conscience politique, de questions mondiales et de solutions que l'islam, en tout cas l'islam chiite, peut apporter par rapport à l'autodétermination des peuples. Et ça aussi, c'est un élément qui a été marquant par rapport à mon choix de devenir musulmane chiite. Et donc, mais à cette période-là, le chiisme était très mal perçu, était perçu comme étant un vecteur de terrorisme. Et donc le fait que je ne cachais pas le fait que j'étais chiite, ça a mis à mal certaines personnes dans cette période-là, puisqu'on associait le chiisme au terrorisme. Et donc c'est un peu les difficultés auxquelles j'ai été confrontée à ce moment-là. Mais pour la suite, donc j'ai mené différentes actions pour essayer de travailler sur ces aspects-là, qui vous amèneront peut-être, je suppose, à la prochaine question. Donc, c'est quoi la différence entre Isabelle avant l'islam et Isabelle après l'islam? C'était quoi les différences comme personnalité, comme Personnellement, donc, je tiens à remercier mes parents pour l'éducation et les valeurs qu'ils m'ont transmises.
Parce que pour moi, je sens ma conversion comme étant une manière de confirmer des choix pour des valeurs que mes parents m'ont transmises, donc des valeurs de morale, des valeurs d'éthique, des valeurs de justice, des valeurs de femmes émancipées posant le choix de ses actes. Et je pense que mes parents ont été clairement un élément important qui m'a permis d'ouvrir la voie à la découverte de l'islam, en plus par le fait que j'ai grandi dans une famille qui était ouverte d'esprit par rapport à la différence et qui était contre la pensée colonialiste en plus et qui refusait l'idée que nous, parce que nous sommes blancs, nous, parce que nous sommes occidentaux, nous sommes meilleurs. J'ai grandi avec la conviction que dans chaque culture, dans chaque religion, dans chaque nation, il y a des choses positives et négatives, et ça c'est grâce à mes parents que j'ai pu avoir cet esprit d'ouverture. Et donc quand j'ai fait le choix de devenir musulmane, c'est pour moi premièrement une confirmation de tout ce que mes parents m'ont transmis, mais c'est pour moi une manière de trouver un mode de vie avec un sens que je donne à ma vie, puisque je prends conscience que Dieu existe, donc je prends conscience que je viens de Dieu et que c'est à Dieu que je vais retourner. Je prends conscience qu'avec l'islam chiite, j'ai des modèles actuels, contemporains, intemporels, donc qui me permettent à chaque question de ma vie et à chaque temps de chaque société de trouver des réponses à toutes les questions qu'on peut avoir, et qui me donnent des exemples et des réponses à toutes les questions, de toutes les situations que je trouve, que je vis dans ma vie en fait. Et donc, outre le fait que je confirme les valeurs du passé que mes parents m'ont transmises, je trouve un modèle de renforcer ces valeurs avec plus d'authenticité à travers l'islam et à travers en particulier le chiisme. Donc pour moi, c'est une continuité avec des valeurs qui sont renforcées et un objectif clair de ma vie qui est de préparer une société et travailler à ce qu'on ait une société plus juste et essayer de voir comment essayer d'être un partisan de notre imam du temps qui viendra mettre la justice pour tout le monde au temps où ce sera voulu. Donc vous êtes musulmane et est-ce que pour vous est-il facile de vivre ces convictions en Belgique et mais plutôt en Belgique Dünyadaki sıkıntılar nelerdir sizin açınızdan? D'un côté, je pense que c'est important d'avoir à l'esprit que nous sommes dans un état de droit et donc qui, à travers l'histoire de la Belgique et de l'Occident, qui a connu des guerres mondiales et autres, il y a eu une émergence de plein de lois, de cadres légaux, de règles au niveau européen et au niveau international qui sont le fruit de l'histoire et des conflits et des guerres qu'on a connus. Et donc, je pense qu'à travers ce cadre légal, on peut s'estimer heureux d'être ici en Belgique sur certains aspects, puisqu'on a des droits sociaux, on a la possibilité d'accéder à des cours. Les personnes qui ont des soucis pour trouver de l'emploi ou qui sont victimes de discrimination peuvent recourir à des outils légaux pour contester les injustices. Et on a quand même beaucoup de choses qui nous permettent de se sentir à l'aise sur certaines choses quand on compare des dictatures qu'on voit au Proche au Moyen-Orient ou ailleurs. Mais c'est sûr qu'en Belgique, malgré tout, malgré qu'on a un cadre légal, pour moi j'appelle ça la théorie, dans la pratique, il y a encore beaucoup de choses qui dysfonctionnent. Et donc il y a encore énormément de rapports d'Amnesty International ou différentes situations qui peuvent pointer du doigt des dysfonctionnements dont la Belgique est encore victime. Et je ciblerai par exemple les discriminations dont les musulmans sont victimes pour accéder à l'école. On arrive encore à avoir des conclusions aujourd'hui qui nous disent que quand on est étranger mais qu'en plus on est musulman, il vaut mieux ne pas avoir de diplôme pour trouver un emploi. Et donc les musulmans sont encore considérés comme des étrangers alors qu'ils sont de deuxième ou troisième génération et qu'ils ont clairement grandi ici, qu'ils ont intégré toutes les valeurs, mais qui restent attachés à leurs valeurs religieuses. Et en plus, quand vous êtes femme musulmane et visiblement musulmane avec le port du foulard, vous avez encore plein de portes qui sont fermées pour l'accès à l'étude et pour l'accès à certains emplois aussi. Et donc ça, ce sont des difficultés, je pense, qui mettent à mal la cohérence de la Belgique ou de l'Europe face aux règles qui permettent normalement à cet État de se dire démocratique. Est-ce que vous avez des conseils pour les musulmans? Est-ce que, comme j'avais dit auparavant, est-ce qu'ils savent bien vivre leur religion? Est-ce que vous avez quelque chose à conseiller pour les musulmans? Personnellement, je conseillerais aux musulmans ce que je m'impose et ce que je me conseille à moi-même. Les droits, ce sont des réalités avec lesquelles qu'on doit essayer d'obtenir notre vie. Dieu nous a créés libres et face à toute oppression, on est responsable de défendre ses droits.
Et donc quand par exemple on est victime d'injustice au sein de la société, ben, j'invite les musulmans à oser contester et à dénoncer les injustices dont ils sont victimes, mais toujours de le faire de manière légale. On dit clairement que l'imam Ali est avec le droit et le droit est avec l'imam Ali. Donc toute personne victime d'injustice est responsable en tout cas d'être acteur de changement et de voir comment de manière légale on peut obtenir ses droits. Donc par exemple c'est pour ça que moi je me suis investie dans des questions liées à l'identité des femmes musulmanes et à leurs droits en tant que citoyennes, et j'ai participé dans plein de groupes et collectifs où on a été frappé aux portes du monde politique, frappé aux portes des syndicats pour les sensibiliser et déconstruire les préjugés dont on est victime et qu'on utilise pour restreindre nos droits. Et j'invite toute personne à être acteur de la résolution des problèmes, mais toujours de manière légale. Quand je vois les injustices, dont la question palestinienne, ou ce qui se passe au Yémen, ou ailleurs dans le monde, on a une possibilité ici de manifester. Le résultat, je ne le connais pas, mais on est responsable quand on ne sait pas agir directement sur une situation injuste. On est responsable de la dénoncer et d'agir comme on peut. Donc, un autre de mes champs d'action aussi, c'est que je suis active dans le tissu associatif depuis plus de 20 ans. Je vois que c'est un moyen d'exister et d'essayer de faire évoluer la société, mais en même temps, je vois que le monde politique fait des choix qui sont contradictoires avec les droits qui sont normalement prévus dans la loi. Donc personnellement, je me suis investie en politique et j'ai essayé de voir comment mettre un parti politique sur pied et comment devenir acteur, soit même par le système politique et la structure qui est existante dans notre pays, pour faire valoir nos droits. Donc je pense que tout musulman doit être responsable de ses droits, doit être responsable de la société dans laquelle il vit, et il doit s'investir au même titre que tous les citoyens, sortir des communautarismes. Je trouve important de s'attacher à sa foi, mais important de servir le pays dans lequel on vit pour plus de justice pour tout le monde. Et donc ce sont toutes des situations, je pense, où on doit être acteur et on doit être actif nous aussi. Si on doit vous demander en une phrase, c'était quoi le vecteur qui vous a influencé dans l'islam, le plus attirant chez l'islam, c'était quoi en une phrase? Eh bien, j'ai envie de peut-être terminer avec une phrase de l'imam Ali alayhi salam, parce que je pense qu'elle est pleine de sagesse et qu'elle est intemporelle aussi. Il y a une phrase que l'imam Ali alayhi salam, il a dit à un de ses ambassadeurs qui s'appelle Malek Ashtar, et il a dit: « Ô Malek, sache que les gens sont de deux sortes, ou bien tes frères dans la religion, ou bien tes égaux dans la création. Alors traite-les avec amour et respect comme tu voudrais que Dieu te traite. » Est-ce que, avant l'islam, est-ce que vous lisiez la Bible? Est-ce que vous avez eu vous avez dit ça auparavant, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des amis musulmans qui vous ont influencé? C'est deux sortes questions différentes, mais bon. Et aussi parce qu'il avait aussi demandé le port du voile. Est-ce que quand vous voyez des personnes qui portaient le voile, ça vous a fait quelque chose, ou qu'est-ce que vous avez pensé quand vous voyez des gens comme ça, en fait, des femmes voilées dans le temps, parce que vous lisez la Bible, je suppose, et qu'est-ce que ça vous a fait, ça? D'abord, par rapport à mon parcours en tant que chrétienne, il faut savoir que dans la vie du christianisme ici en Belgique, c'est quelque chose qui devient très culturel. Donc il faut premièrement savoir que la pratique du christianisme dans les pays européens, entre autres, c'est quelque chose qui devient très culturel. Et donc, il n'y a pas cet encouragement pour les chrétiens de lire la Bible ou les évangiles. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose que j'entendais à la messe quand j'y allais occasionnellement, surtout avec ma grand-mère. C'est quelque chose que j'avais en partie dans les cours de religion à l'école, puisque j'étais dans des écoles catholiques. Mais c'est plutôt un accompagnement culturel d'attitude ou autre. Mais la religion catholique, ou le catholicisme et le christianisme se perdent énormément dans la vie de tous les jours des gens. Ça devient des gestes et des automatismes qui n'ont plus de fond et plus beaucoup de valeur. Donc par exemple, personnellement, j'ai fait ma petite communion à l'âge de 7 ans, et puis ma communion solennelle à l'âge de 12 ans, mais c'est pas par conviction, c'est par habitude, en sachant clairement que c'était plutôt l'intérêt pour les cadeaux, l'intérêt festif qui était là, mais pas les valeurs qu'on peut avoir de conviction. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui fait la défaite quelque part du christianisme pour beaucoup de personnes. De l'autre côté, donc, j'ai eu l'occasion d'avoir des amis et des connaissances musulmans. Et
comme j'ai dit, bon, une de mes amies, quand j'étais adolescente, était marocaine d'origine. Et donc à travers les comportements que je voyais dans leur vie de famille, les rencontres familiales, la solidarité, le respect des enfants envers les parents et tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait des valeurs qui étaient fortes et qui étaient entretenues par les croyances. Et donc ça m'a ouvert un peu les yeux sur l'islam à l'encontre de tous les préjugés qu'on peut entendre. Il faut savoir qu'à ce temps-là, donc dans les années 75-80, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui portaient le foulard. Donc la plupart des musulmans étaient quelque part assimilés dans la société, et donc on ne voyait pas tellement la pratique du foulard, donc je n'ai pas eu de souci avec ça. Et quand bien même, je pense que par rapport à ce que mes parents m'ont transmis, de ne jamais se limiter à notre vision des choses comme nous la voyons, mais d'essayer de vivre les choses à la place des gens. Donc c'est vraiment une pratique d'interculturalité, se libérer de sa vision et essayer de se mettre à la place des gens pour voir comment ils vivent. Quand on veut connaître un pays, c'est pas juste à travers les ouvrages ou les livres, mais c'est essayer de connaître vraiment la vie des gens. Et donc ça, c'est quelque chose qui me passionne, quand je suis en contact avec une communauté ou un pays qui a des cultures, essayer d'être en proximité avec les personnes de cette culture, de ce pays, pour voir comment ils vivent et les connaître et comprendre leur motivation. Donc je n'ai pas eu de préjugés directs. Je pouvais avoir certaines appréhensions, puisque on est quand même victime de ce que la société donne comme idée, avoir peur de l'étranger, avoir peur de l'autre qu'on ne connaît pas. Mais ce que mes parents m'ont transmis m'ont permis de surpasser ça. Et donc dans les personnes que j'ai connues aussi, donc il se passe que vers 17 ans, j'ai connu aussi des musulmans qui étaient chiites. Et donc ça m'a permis d'avoir accès à des ouvrages différents, autant sunnites que chiites. Mais comme j'ai dit, les choses qui m'ont le plus marqué, puisque c'est par la lecture surtout que j'ai posé mes choix, c'est le livre sur les droits de la femme du Shahid Motahari et les livres de Mohamed Bakr Sadr, qui est Shahid lui aussi, qui a vraiment développé des approches philosophiques, scientifiques de toutes les questions liées à l'existence de Dieu, à l'imama, à la question du schisme, prolongement naturel du prophète et autres. Et donc c'est surtout grâce à la lecture que j'ai pu développer mon esprit critique et poser mes choix personnels pour être convaincue quand je suis devenue musulmane. Alhamdulillah, félicitations, vous avez choisi la voie de l'Ahl al-Bayt. Pour les gens qui nous regardent, les catholiques, qu'est-ce que vous voudriez leur dire aux gens non musulmans? J'ai envie aux gens non musulmans, par rapport au chiisme, j'ai envie de les inviter à dépasser certains préjugés et la limite de certaines informations pour se rappeler que quand il a été question de Daesh, je prends par exemple la question syrienne ou même la question irakienne, les forces vives sur le terrain qui ont été protégées, les chrétiens, c'est grâce au chiisme que beaucoup d'églises, que des chrétiens ont pu être sauvés des mains de Daesh. Et donc je prends ces exemples qui sont forts parce que Daesh, c'est une horreur qui a touché tout le monde. En premier les musulmans, puisque c'est là que ça a commencé, en tout cas, le développement de cette déformation de l'islam à des fins politiques. Mais que finalement, les personnes qui se sont sacrifiées pour que les chrétiens soient sauvés, ce sont surtout les chiites et le Hezbollah en Syrie, le Hajj Shabi en Irak, qui ont vraiment mené sur le terrain des combats très forts pour protéger la population, mais que c'est grâce à ces investissements-là aussi que nous avons pu être limités dans les dégâts que nous avons connus ici en Europe aussi. Et donc je tiens à confirmer auprès des chrétiens, comme j'ai pris l'exemple de la parole de l'imam Ali, que le chiisme, c'est vraiment une vision de l'islam qui respecte toutes les minorités, qu'elles soient musulmanes ou pas musulmanes. Oui, donc il y a deux questions en même temps, ça se suit. On sait que vous êtes très actif, qu'est-ce que vous faites pour les femmes? Vous avez été vice-présidente de l'exécutif des musulmans de Belgique, quel est le travail qui a été réalisé par vous? D'après vous, quels sont les points forts et les points faibles de cet exécutif? Donc je vais dissocier ma réponse sur du niveau. Donc je n'ai pas attendu d'arriver à l'exécutif en 2005 pour être active sur la question des femmes. Donc depuis 1996, quand j'ai fait le constat que les femmes musulmanes étaient encore victimes de discrimination au sein même de notre propre communauté, j'ai trouvé que les femmes devaient être responsables des changements pour pouvoir se libérer des injustices dont les femmes musulmanes peuvent être victimes. Pour moi, pour qu'il y ait une oppression qui fonctionne, il faut qu'il y ait un oppresseur et un oppressé. Et donc si on ne change pas son statut d'oppressé,
on va continuer à entretenir des injustices. Et donc pour moi, le moyen de se libérer des injustices dont les femmes sont victimes au sein de la communauté musulmane, ça passe par la recherche de connaissances et des droits clairs que l'islam a donnés aux femmes. Donc l'islam, depuis le XIVe siècle, donne le droit à la femme d'être autogestionnaire de ses finances, donne la possibilité aux femmes d'être actives au niveau politique, puisque quand le prophète a instauré le premier État à Médine, il a invité tant les hommes que les femmes à voter. C'était un système particulier, mais qui était clairement une demande de participation politique des hommes et des femmes à ce moment-là. Et donc, il y a plein de droits qui sont clairs sur les questions de la femme, qui peut être épouse, mère, mais qui peut travailler, qui peut se former, qui est la mère qui va éduquer les enfants, donc elle a besoin elle-même de connaissances et de savoir. Donc, il faut clairement s'informer sur son droit, sur ses droits, sur la réalité de son identité musulmane, pour se libérer de certaines injustices qui perdurent encore au sein de la communauté musulmane. Donc, en 1996, avec plusieurs amis, on a mis sur pied une association de femmes citoyennes francophones chiites qui s'appelle Kautar. On a organisé des séances de lecture et de recherche pour s'informer sur notre identité musulmane. Et on a du coup publié une revue en français qui permettait de partager ces recherches à la société musulmane et aux femmes et aux hommes aussi, puisque je pense que le changement, c'est à deux qu'on le fait. On a organisé des conférences dans les facultés universitaires sur des questions liées aux femmes ou différentes questions liées à l'actualité, la question palestinienne aussi. Et pour les questions plus spécifiquement liées au foulard, donc avec différentes associations de femmes musulmanes, mais de femmes de gauche et autres, et même de femmes féministes, on a développé des mouvements de pression en allant rencontrer les syndicats, les hommes politiques et autres pour les informer de notre réalité et essayer d'obtenir une déconstruction des idées négatives qu'ils ont à notre sujet afin de pouvoir faire pression et de faire évoluer les mentalités. On a dispensé des formations aussi à la population pour qu'ils connaissent leurs droits et qu'ils sachent que quand on est victime, il y a un cadre juridique qui est là pour nous défendre. Donc on a accompagné, on a essayé d'informer les gens sur le cadre légal qui est là et est à utiliser. Et donc au niveau politique, d'informer aussi que quand on vote, la voix, c'est un droit aussi qu'on peut utiliser pour faire pression sur les parlementaires afin d'obtenir des gages sur nos droits en tant que citoyens aussi musulmans. Donc ce sont toutes des séances d'information qu'on a essayé de faire et ça n'a vraiment rien à voir avec l'exécutif. Par rapport à l'exécutif, donc c'est un concours de circonstances qui fait que j'ai atterri là, mais en tant que converti. Pas en tant que chiite. Donc pour moi, ma vision des choses, c'était que quand je deviens membre d'une institution, je défends les droits de toutes les personnes qui ont voté, puisqu'en 2005, c'est un système d'élection générale. Et donc, les premières choses que j'ai essayé de faire, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre, parce que dès le début, je me suis rendu compte qu'il y avait des mauvaises pratiques. Je pensais que c'était une institution musulmane donc qui va se référer aux valeurs et aux principes qu'on a en tant qu'islam de transparence, de rectitude, de gestion correcte des finances, mais je me suis retrouvée face à, je dirais simplement, une bande de mafiosi qui étaient là pour leur intérêt personnel. Donc j'ai essayé de mettre de l'ordre dans le système. Ça ne fonctionnait pas en interne, donc avec un petit groupe de résistants, je dirais, on a demandé au cadre politique, puisqu'il faut savoir que l'exécutif est sous l'autorité du ministère de la Justice. Donc on a demandé à avoir des éclaircissements et à essayer d'obtenir une institution qui fonctionnait mieux. Mais malheureusement, on n'est pas arrivé à nos résultats. Donc on a fait pression et l'équipe en place en 2008 a décidé de démissionner pour essayer de saboter l'institution. Donc nous, on s'est battus en interne pour maintenir cette institution sur pied. Et donc c'est ce qui fait qu'en 2008, je suis devenue vice-présidente. Et alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que cette institution était vraiment importante au niveau de la vision qu'on peut avoir des musulmans. Parce que finalement, quand je suis devenue vice-présidente, ça m'a donné la possibilité d'être visible dans des débats télévisés, de rencontrer le monde politique. Donc ça m'a donné la possibilité de encore mieux défendre le droit des musulmans sur le territoire belge. Donc finalement, les actions que j'ai menées, c'est d'un côté essayer de faire pratiquer une gestion démocratique de cette institution, essayer de mettre des freins à ceux qui avaient une mauvaise gestion des finances, parce qu'il y a eu vraiment de l'argent dilapidé dans cette institution. Et donc personnellement, j'ai essayé donc de gérer les dossiers de manière professionnelle, en m'informer des droits, des cadres, et en essayant vraiment de défendre le droit des musulmans
comme des citoyens à part entière, au même titre que les chrétiens et autres. Donc qu'est-ce que cette institution apporte de positif aux musulmans? Donc clairement, si on la gère correctement, ben, c'est permettre aux musulmans, puisqu'il faut savoir que l'exécutif permet la reconnaissance des mosquées. Quand une mosquée est reconnue comme une église, ça veut dire qu'elle peut prétendre, comme les chrétiens, d'avoir une finance qui permet de mieux faire fonctionner la mosquée en soi. Ça permet alors à ce moment-là d'avoir un imam qui va être rémunéré par l'État belge comme un curé. Et donc ça veut dire que ça permet aux musulmans d'être reconnus comme les autres citoyens qui ont d'autres religions. Et ça, je trouve que c'est important à savoir. C'est par l'exécutif qu'on a pu avoir des professeurs de religion musulmane ici en Belgique comme les autres croyances, et donc c'est l'occasion donc d'avoir des professeurs qui vont donner des cours de religion musulmane dans les écoles communales, donc je pense que c'est quelque chose d'important aussi. L'exécutif travaille sur les cimetières musulmans, donc faire en sorte qu'il y ait des parcelles musulmanes qui offrent le service nécessaire aux musulmans qui sont décédés sur le territoire belge. C'est toutes les questions du halal aussi. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup de dysfonctionnements dans cette instance. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas dans cette instance? Moi, je dénonce en tout cas des opportunistes, des personnes qui ont des passifs judiciaires, qui n'ont pas de valeur morale et qui arrivent à avoir des places importantes et qui se servent au passage dans les caisses. Je dénonce le fait que la politique belge continue à considérer que les musulmans comme des étrangers. Et donc, on donne le pouvoir à la Turquie et au Maroc d'intervenir directement dans la gestion des dossiers, et j'en ai plusieurs preuves. Et donc, pour moi, j'estime que chaque musulman doit être en phase avec ses origines et à respecter le lien qu'il a avec son pays d'origine. Mais pour moi, la gestion de l'exécutif musulman belgique doit être gérée pour les musulmans belges, par les musulmans belges, et pas être sous les influences des pays étrangers. Et ce qui fait que maintenant, encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours des problèmes qui se présentent parce qu'il y a des influences étrangères, parce qu'il y a des questions d'espionnage, parce que la gestion de la formation des imams est encore sous l'influence saoudienne et d'une certaine vision salafiste de l'islam. Et tant qu'on ne donne pas la possibilité d'avoir des bons centres de formation avec des gens qui sont dans le respect des lois et qui représente clairement les musulmans de Belgique, c'est une instance qui sera toujours boiteuse et on aura toujours des problèmes de formation, on aura toujours des problèmes avec les imams et avec les professeurs de religion musulmane aussi. Oui, donc est-ce que vous avez fait le pèlerinage comme la Mecque, Machhad, Kerbala? Si oui, quel est le pèlerinage qui vous a le plus marqué? Je n'ai pas eu l'occasion d'aller à la Mecque, donc ça c'est une chose, mais j'ai eu l'occasion d'aller à Machhad et Machallah, en tout cas c'est un retour à une forme de spiritualité et de sérénité qui vous libère de tout ce qui est matériel, et je trouve que c'est très fort en termes d'expérience de revenir à un lycéen comme Machhad, mais j'ai envie de mettre en priorité la marche de l'Arbaïn, parce que j'ai eu l'occasion de la faire il y a quelques années, et je trouve que c'est une marche dont on parle trop peu ici. C'est une marche qui est porteuse de valeurs et de justice dans la diversité et qui brasse des millions de personnes chaque année, que ce soit les problèmes de Daesh, que ce soit les problèmes de Corona. Il y a une volonté des gens de retourner aux sources de l'imam Hussein, de retourner aux valeurs qu'il a défendues de justice. Et c'est une force de courage, d'effort physique, mais dans un pays qui est confronté à la misère, où il y a un accueil et des services qui sont rendus aux gens d'hospitalité, de nourriture, d'eau, de boissons, de massage, de soins. Où vous avez autant des chrétiens que des sunnites, que des chiites qui se sentent concernés par la question d'Imam Hussein. Et je trouve qu'en termes de manifestations qui regroupent autant de monde chaque année et qui est partagée par toutes ces populations qui viennent de partout dans le monde, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'invite vraiment musulmans et pas musulmans à partager et à vivre. C'est une expérience, je trouve, inoubliable. Isabelle Hanım, donc vous avez sûrement dû faire des recherches personnelles pour approfondir la connaissance de l'islam. Quel est l'ouvrage ou l'auteur qui vous a plus marqué? Etkileyen kitaplar neler oldu? Donc il y a Shahid Motahari avec la question des droits de la femme, où donc j'ai clairement trouvé dans ses références des réponses à une manière et à une recherche personnelle de comment être une femme de son temps avec des valeurs et des principes
qui me respectent dans ma dignité. Et donc le message de Shahid Mohamed Shahid Motahari sur les droits de la femme et la question du hijab ont clairement permis de trouver des réponses à mes questions pour poser le choix de devenir femme musulmane en recherche de dignité et de reconnaissance de mes compétences et pas de mon apparence. Et alors par rapport au chiisme et par rapport à la croyance en Dieu, Shahid Mohamed Bakarsad, avec toutes ces démonstrations scientifiques, toutes ces démonstrations philosophiques, j'ai vraiment trouvé des preuves qui me permettaient de comprendre que c'était l'islam chiite qui était authentique et qui me permettait de trouver une cohérence avec la société moderne dans laquelle je vis. Sayın İzabel Hanım, Belçika'da yaşıyoruz. Belçika hükümeti Donc, nous vivons en Belgique et le gouvernement belge dit que dans le futur, on ne pourrait plus faire appel à des professeurs externes de religion islamique. Les imams devront se former ici en Belgique. Comment la Belgique peut former un imam alors qu'elle n'a pas une telle organisation pour pouvoir former des imams? Quel est votre avis sur ça? Fikirleriniz var mı acaba? Premièrement, pour moi, c'est un travail de coordination entre les musulmans et l'État pour arriver à avoir un institut de formation sur pied. Il se passe que malheureusement, j'ai personnellement été auditionnée par rapport aux questions d'un institut de formation de cadres musulmans en Belgique. Mais tant que notre monde politique continue à siluer des intérêts économiques, style quand on a eu la reconnaissance de l'islam en Belgique, c'était en période pétrolière, et donc l'État belge a clairement donné les clés de la mosquée du cinquantenaire à l'Arabie Saoudite à ce temps-là, et que pour le moment encore, que ce soit en Belgique ou en France ou ailleurs, on laisse les pays émirats et l'Arabie Saoudite acheter des clubs sportifs et autres parce qu'on veut avoir les avantages financiers, alors que la contrepartie de l'avantage financier, c'est une influence de la lecture de l'islam littéraliste qu'ils ont. Tant que notre monde politique continue à mélanger les intérêts et les enjeux de ces questions-là, je pense qu'on est mal parti. Il faut savoir que quand je parle de l'exécutif, parce que finalement c'est l'exécutif qui devait être en charge de l'institut de formation, mais qu'on continue à coopérer avec des responsables qui vont privilégier les intérêts politiques des pays dont ils viennent et pas l'intérêt des musulmans, et qui vont être sous l'influence d'une lecture salafiste et radicaliste de l'islam, parce qu'il faut savoir que ce soit le Maroc ou la Turquie, ils sont quand même sous influence de la lecture d'Ibn Taymiyyah, sous l'influence de la lecture qu'on a en Arabie Saoudite aussi, qui garde le monopole quand même sur la diffusion de l'islam dans le monde. Mais tant qu'ils vont jouer avec le feu comme ça, je pense qu'on n'arrivera pas à avoir un institut de formation de l'islam qui sera en phase avec les valeurs démocratiques et avec les valeurs de l'islam respectueux de la diversité. Pour moi, en tout cas, on doit aller chercher des compétences. Je pense qu'on n'a pas de vrais instituts ou de personnes compétentes ici en Belgique. Donc on doit coopérer avec des centres de formation qui se trouvent en Turquie, qui se trouvent au Maroc éventuellement, qui se trouvent en Égypte, mais qui se trouvent également en Irak et en Iran. Mais on doit travailler avec des personnes qui sont respectueuses des droits de l'homme et qui sont dans une lecture de l'islam qui est cohérente avec l'authenticité de l'islam. Donc tant qu'on donnera le pouvoir à des personnes qui sont sous l'influence d'une lecture littéraliste de l'islam, je crois qu'on mettra à mal et l'islam de Belgique et les citoyens européens aussi. Madame Isabelle, est-ce que grâce à vous, quelqu'un de votre entourage ou dans votre famille, est-ce que quelqu'un est devenu musulman ou musulmane? Müslümanlığa geçen oldu mu? En tout cas, j'ai des enfants, donc j'ai transmis à mes enfants mes convictions. Après, chacun est libre de mettre en application ce qu'il veut. Donc la transmission à mes enfants, en tout cas, est une chose importante. De l'autre côté, j'ai eu contact avec beaucoup de personnes qui étaient en recherche et j'ai contribué comme j'ai pu. En tout cas, après, je pense que c'est Dieu qui guide. C'est pas moi qui vais guider les gens. Je ne fais que partager ce que je fais. Mais je sais que dans les activités que j'ai, et encore dernièrement, j'ai développé pendant tout un temps des activités de scoutisme pour les jeunes filles, donc on a pu leur donner, leur transmettre en tout cas une ouverture que l'islam
donne aux filles dans l'activité et dans leur rôle dans la société. Donc je pense que ça a un impact sur les enfants. J'ai eu l'occasion de développer pas mal d'activités, de loisirs avec les enfants, mais combinés avec une approche spirituelle. Ces enfants, ben, je parle d'il y a 15 ans, 20 ans, ils sont adultes maintenant. Quand ils me voient dans la rue, ils viennent pour me remercier de ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils ont pu vivre avec nous. Donc pas un islam fermé, mais un islam ouvert, où clairement on vit son identité spirituelle, mais on accepte tout ce qui est possible dans le cadre de ce que l'islam permet. Et à l'heure actuelle, je suis encore confrontée, je prends la parole dans des conférences, même par le net avec la période Covid, sur les questions de féminisme, de droits des femmes. Je participe occasionnellement encore dans des cours que je donne à des jeunes à la mosquée, et je vois que ces jeunes sont nourris et sont alimentés par ce que je peux partager avec eux. Donc s'ils sont guidés, alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu, mais en tout cas, je fais ce que je peux pour transmettre ce qui peut les éclairer et les guider à travers mon expérience personnelle. Peki İzabel Hanım, buraya kadar açıklamalarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da ekleyin. Programı kapatacağız. Mais par contre, j'ai peut-être une chose à préciser. Oui. C'est que je voulais quand même dire qu'à travers les actions que j'ai menées et la visibilité que j'ai eue dans les médias, c'est important de savoir qu'il y a des gens, même non musulmans, qui dans la rue m'arrêtaient et me remerciaient pour les combats que je menais pour les femmes et pour les citoyens. Parce qu'ils trouvaient à travers mon message et ma visibilité quelque chose qui leur parlait énormément. Et alors en termes de transmission ou en termes d'impact sur les gens, enfin, je trouve que c'est quelque chose quand même d'important de savoir que la visibilité que j'ai pu avoir et le message que j'ai de transmettre de manière sincère par rapport à ce que je suis et ce que je crois, ça a touché quand même pas mal de gens. Değerli İzabel Hanım, 14 TV'nin programına katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Programın başında da söyledim. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Bizi evinizde ağırladığınız için, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. C'est moi qui vous remercie en tout cas pour la démarche. Ve programın sonuna geldik. Buradan bizi sevenlere selamlar gönderiyoruz. Değerli 14 TV izleyicileri. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum.